Silence. Un silence lourd, presque inquiétant. Depuis plusieurs jours, un nom circule dans les couloirs feutrés du pouvoir, dans les quartiers populaires, et surtout sur les réseaux sociaux, celui de Sébastien Ebala. Disparu, arrêté, accusé, mais de quoi exactement? Selon certaines sources, l'activiste serait détenu depuis près de 3 semaines. Officiellement? Une affaire grave. Officieusement? Une affaire encore plus grave, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette arrestation, un nom revient avec insistance, celui de Chantal Biya. Une implication supposée qui, si elle se confirmait, poserait une question explosive, qui dirige réellement? Et là, attention, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre lecture de cette affaire. Partie 1, contexte et faits. Tout commence par une série de prises de parole. Des vidéos, des publications, des critiques. Sébastien Ebala n'est pas un inconnu dans l'espace public camerounais. Activiste engagé, provocateur pour certains, courageux pour d'autres, il s'est fait remarquer par ses dénonciations directes du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs témoignages relayés en ligne, l'activiste aurait récemment intensifié ses critiques, notamment à l'égard de Chantal Biya, qui l'accuse, je dis bien, qui l'accuse, selon ses propres propos, d'exercer une influence déterminante dans la gestion du pays. Une accusation lourde. Très lourde même. Et ce n'est pas fini. Dans ses sorties, il aurait également évoqué Brenda Biya, critiquant son comportement sur les réseaux sociaux, estimant que cela ne correspondrait pas à l'image attendue dans un contexte institutionnel sensible. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours après ces déclarations, selon plusieurs sources non officielles, Sébastien Ebala aurait été interpellé par des éléments des forces de l'ordre à Yaoundé. L'arrestation aurait eu lieu dans des conditions encore floues. Officiellement, très peu d'informations filtrent. Mais officieusement, les versions se multiplient. Et là, les choses commencent à devenir troublantes. D'après certaines voix, il serait accusé de sédition. Un terme juridique fort, qui désigne une forme d'opposition active à l'autorité établie. Une accusation qui, si elle est retenue, peut entraîner de lourdes conséquences judiciaires. Mais ce n'est pas tout. Une autre accusation, beaucoup plus grave, aurait émergé, celle d'un crime sexuel. Une accusation que ses soutiens rejettent catégoriquement, parlant d'un montage destiné à discréditer l'activiste. Et là, une question s'impose. Sommes-nous face à une affaire judiciaire classique? Ou à un dossier profondément politique? Partie 2, le conflit. Ce qui rend cette affaire explosive, ce n'est pas seulement l'arrestation. C'est le climat autour. D'un côté, les autorités qui, pour l'instant, restent relativement silencieuses. De l'autre, une partie de l'opinion publique qui crie à l'injustice. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines analyses, cette affaire s'inscrirait dans un contexte plus large de tension entre activistes et pouvoir. Depuis plusieurs années, plusieurs voix critiques affirment être surveillées, intimidées, voire arrêtées. Et là, les lignes commencent à bouger. Certains soutiens de Sébastien Ebala affirment que cette arrestation ne serait pas un cas isolé, mais plutôt une continuité. Ils évoquent notamment des précédents, dont une intervention controversée impliquant le colonel Bankoui. Mais ce n'est pas tout. Des images auraient circulé par le passé, montrant l'activiste dans un état jugé préoccupant après une interpellation. Des images qui, selon ses partisans, témoigneraient d'un traitement sévère. Attention toutefois. Aucune enquête indépendante n'a, à ce jour, officiellement confirmé ces accusations dans leur intégralité. Et dans ce genre de situation, la prudence reste essentielle. Mais ce n'est pas tout. Du côté du pouvoir, certains observateurs estiment que les critiques virulentes, notamment lorsqu'elles touchent des figures sensibles comme Chantal Biya, peuvent être perçues comme une ligne rouge. Une ligne à ne pas franchir. Et là, le conflit devient politique. Car au-delà de la personne de Sébastien Ebala, c'est toute la question de la liberté d'expression qui se pose. Jusqu'où peut-on critiquer? À quel moment la critique devient-elle une infraction? Mais ce n'est pas tout. La mention d'une accusation de viol dans cette affaire ajoute une dimension extrêmement sensible. D'un côté, il est crucial de prendre toute accusation de ce type avec le plus grand sérieux. De l'autre, l'idée qu'elle puisse être instrumentalisée si cela était avéré serait tout aussi grave. Et là, le doute s'installe. Partie 3, révélation et décryptage. Bon, maintenant, on entre dans la zone la plus sensible.
Là où les choses ne sont plus simplement racontées, mais décortiquées. Là où chaque détail compte. Là où même le silence devient une information. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire autour de Sébastien Ebala, il y a une chose qui frappe immédiatement, le flou. Un flou épais, dense, presque calculé, selon certains observateurs. Parce que quand une affaire est claire, les informations circulent vite. Mais quand c'est flou, c'est que quelque chose bloque quelque part. Et là, les questions commencent à pleuvoir. Mais ce n'est pas tout. Première interrogation, pourquoi autant de versions différentes autour d'une même arrestation? Certains parlent d'une interpellation classique. D'autres évoquent une opération ciblée. D'autres encore parlent carrément d'un enlèvement. 3 mots. 3 réalités possibles. Et aucune version officielle détaillée pour trancher clairement. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs témoignages relayés en ligne et ici, il faut rester prudent, l'activiste aurait été arrêté puis placé en garde à vue pendant plusieurs jours. Jusque-là, rien d'exceptionnel dans une procédure judiciaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est la durée. Près de 19 jours évoqués dans certaines publications. Et là, le citoyen moyen commence à lever les sourcils. Parce qu'il se demande, c'est normal ça. Mais ce n'est pas tout. Dans ce genre de situation, il y a toujours un élément clé, les chefs d'accusation. Et ici, 2 mots reviennent avec insistance, sédition, et une accusation criminelle beaucoup plus grave. 2 registres totalement différents. 2 impacts totalement différents. Mais ce n'est pas tout. Le terme « sédition », déjà, mérite qu'on s'arrête dessus. Parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours au quartier. C'est un mot lourd. Un mot juridique. Un mot qui, dans l'imaginaire collectif, évoque presque une tentative de rébellion contre l'ordre établi. Et là, certains se demandent, est-ce que des propos, même virulents, peuvent être interprétés comme ça? Mais ce n'est pas tout. Dans l'histoire récente, dans plusieurs pays, ce type d'accusation a parfois été utilisé dans des contextes tendus. Ça ne veut pas dire que c'est le cas ici. Mais cela pousse à observer avec encore plus d'attention. Parce que chaque mot compte. Mais ce n'est pas tout. Et puis arrive cette fameuse accusation de nature sexuelle. Là, on change complètement de registre. On passe d'un débat politique ou citoyen, à une affaire judiciaire extrêmement sensible. Et là, le terrain devient glissant. Très glissant. Parce que dans ce type d'accusation, il y a 2 impératifs absolus, protéger les éventuelles victimes et garantir les droits de la personne accusée. Mais ce n'est pas tout. Et c'est justement là que le doute s'installe dans l'opinion. Parce que certains soutiens de Sébastien Ebala affirment que cette accusation aurait été introduite pour influencer la perception publique. Encore une fois, ce sont des affirmations. Elles n'ont pas été confirmées officiellement. Mais elles circulent. Et elles font du bruit. Beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire, un autre élément intrigue, la saisie du téléphone. Selon certaines sources, son appareil aurait été récupéré et analysé. Ce qui, en soi, est une procédure classique dans certaines enquêtes. Mais dans ce contexte précis, ça alimente les interprétations. Certains y voient une recherche de preuves. D'autres, une tentative de trouver quelque chose à reprocher. Et là, chacun choisit sa version. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est fascinant et inquiétant à la fois, c'est la vitesse à laquelle l'opinion publique se construit aujourd'hui. En quelques heures, une affaire devient nationale. En quelques jours, elle devient internationale. Et dans ce flot d'informations, le vrai et le faux se mélangent. Mais ce n'est pas tout. Prenons un instant pour analyser le timing. Les critiques de Sébastien Ebala visaient notamment des figures sensibles, dont Chantal Biya et Brenda Biya. Et peu de temps après, interpellation. Alors évidemment, certains font le lien. Mais attention, corrélation ne signifie pas forcément causalité. Et ça, c'est très important. Mais ce n'est pas tout. Dans les débats, un autre nom revient parfois, celui du colonel Bankoui, évoqué dans de précédentes affaires impliquant l'activiste. Et là, certains parlent d'un historique. D'une répétition. D'un schéma. Mais encore une fois, rien n'est officiellement établi dans ce sens. Et ça change tout. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette affaire particulièrement complexe, c'est qu'elle se situe à la croisée de plusieurs réalités. Une réalité judiciaire. Une réalité politique.
et une réalité médiatique. Et chacune de ces réalités a ses propres règles. Mais ce n'est pas tout. Dans la réalité judiciaire, il y a des procédures, des preuves, des délais. Dans la réalité politique, il y a des rapports de force, des symboles, des équilibres. Dans la réalité médiatique, il y a l'émotion, la perception, et parfois la précipitation. Et quand ces trois mondes se rencontrent, ça fait des étincelles. Mais ce n'est pas tout. Et dans ce mélange explosif, le citoyen se retrouve face à un casse-tête, à qui faire confiance? Aux institutions? Aux réseaux sociaux? Aux témoignages? Aux analyses? Et là, chacun devient son propre juge. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une dimension psychologique dans cette affaire. Parce que lorsqu'un individu est accusé, surtout publiquement, son image peut basculer en quelques heures. Avant même toute conclusion. Et ça, c'est puissant. Très puissant. Mais ce n'est pas tout. Dans certains cas, même si la personne est ensuite blanchie, le doute reste. L'étiquette reste. La suspicion reste. Et là, les dégâts peuvent être irréversibles. Mais ce n'est pas tout. C'est pour ça que dans ce type de dossier, la prudence est essentielle. Parce qu'on parle de réputation, de justice, et de vérité. Trois éléments qui ne supportent ni précipitation, ni manipulation. Mais ce n'est pas tout. Et pourtant, dans l'espace public, la pression est énorme. Les gens veulent des réponses. Maintenant. Tout de suite. Mais la vérité, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle prend du temps. Parfois trop de temps. Mais ce n'est pas tout. Et pendant ce temps, les interprétations continuent. Les débats s'intensifient. Les positions se radicalisent. Et l'affaire prend une dimension qui dépasse largement les faits initiaux. Mais ce n'est pas tout. Finalement, cette histoire nous montre quelque chose de profond. Dans notre société actuelle, l'information n'est plus seulement un outil, c'est une arme. Une arme qui peut éclairer, ou embrouiller. Qui peut protéger, ou détruire. Et tout dépend de comment elle est utilisée. Mais ce n'est pas tout. Alors aujourd'hui, face à cette affaire, une chose est claire, il faut garder la tête froide. Analyser. Observer. Attendre. Parce que dans ce brouillard, la vérité existe. Mais elle ne se montre pas facilement. Et ça, c'est peut-être le plus grand défi de cette affaire. Partie 4. Ah, là on arrive maintenant dans le vrai match. Pas le match officiel qu'on montre à la télé, non. Le match du quartier. Celui où chacun a son analyse, même celui qui n'a jamais vu un ballon rond. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, quand une affaire devient aussi confuse, aussi chargée, aussi émotionnelle, ce n'est plus seulement une affaire. Ça devient un film national. Et chacun joue son rôle. Il y a les commentateurs, les juges improvisés, les avocats Facebook, les enquêteurs WhatsApp, et même les prophètes TikTok. Et là, le problème commence. Parce que pendant que le peuple débat, rigole, s'énerve ou s'indigne, la vérité, elle, reste assise quelque part dans un coin, en train de regarder le spectacle. Mais ce n'est pas tout. Regardons ça froidement. Un activiste qui parle fort. Très fort. Qui critique. Qui provoque même parfois. Et en face, un système qui n'aime pas trop le bruit. Un système qui préfère le calme, le respect, ou disons-le franchement, le silence. Et là, choc frontal. C'est comme mettre un haut-parleur dans une bibliothèque. Même si tu dis des choses vraies, on va d'abord te reprocher le bruit. Mais ce n'est pas tout. Dans notre pays, il y a une règle non écrite. Une règle que tout le monde connaît, mais que personne n'enseigne officiellement. Tu peux parler, mais il faut savoir comment parler, et surtout de qui tu parles. Et là, certains diront que Sébastien Ebala aurait franchi cette fameuse ligne invisible. Mais quelle ligne exactement? Celle de la critique? Celle du respect? Ou celle du pouvoir? Mais ce n'est pas tout. Parce que dans cette affaire, il y a un autre élément qui dérange profondément, le nom de Chantal Biya qui revient dans les discussions. Et là, on ne parle plus seulement de politique, on parle de symboles. Au Cameroun, il y a des noms qu'on prononce doucement. Pas parce qu'ils sont interdits. Non. Mais parce qu'ils sont sensibles. Et là, quand ces noms entrent dans une polémique publique, tout change. Mais ce n'est pas tout.
Imaginez un peu la scène. Un citoyen lambda, téléphone en main, qui décide de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Il publie. Il insiste. Il critique. Il persiste. Et puis un jour, silence radio. Et là, le peuple commence à se poser des questions. On l'a pris où? Pourquoi? Comment? Mais personne ne répond clairement. Et là, chacun invente sa vérité. Mais ce n'est pas tout. C'est ici que la satire camerounaise entre en jeu. Parce que chez nous, quand la réalité devient trop lourde, trop compliquée, on commence à rire. Pas parce que c'est drôle. Mais parce que c'est la seule façon de supporter. On dit souvent, si tu ne peux pas changer la situation, moque-toi d'elle. Et dans cette affaire, les moqueries ont commencé. Mais derrière les blagues, il y a une vraie inquiétude. Mais ce n'est pas tout. Prenons un exemple simple. Si demain quelqu'un critique un maire, un ministre ou même un directeur, ça fait du bruit, oui. Mais ça passe. Mais quand les critiques montent plus haut, très haut, là, le terrain devient glissant. Et là, chacun commence à marcher doucement. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend cette affaire encore plus explosive, c'est cette impression, je dis bien impression, que deux réalités coexistent. La réalité officielle et la réalité populaire. Dans la réalité officielle, il y a une procédure, des accusations, une enquête. Dans la réalité populaire, il y a une histoire de règlement de compte, de silence imposé, de messages envoyés. Et entre les deux, il y a le doute. Mais ce n'est pas tout. Et le doute, au Cameroun, c'est dangereux. Très dangereux. Parce que quand le doute s'installe, la confiance s'en va. Et quand la confiance s'en va, tout devient suspect. Même ce qui est vrai. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant de cette fameuse accusation grave qui circule. Là encore, prudence. Parce qu'on est dans un domaine extrêmement sensible. D'un côté, il est impératif de respecter toute accusation et de laisser la justice faire son travail. Mais de l'autre, si jamais, je dis bien si jamais, une accusation de ce type est utilisée pour salir une image ou détourner l'attention, alors là, on tombe dans quelque chose de très grave. Très, très grave. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que le Camerounais moyen se gratte la tête et dit, on doit croire qui maintenant. Parce que d'un côté, on a l'autorité. De l'autre, on a l'opinion. Et au milieu, il y a la confusion. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, dans beaucoup de pays, les institutions parlent rapidement pour clarifier. Mais quand le silence dure, les rumeurs travaillent. Et les rumeurs, au Cameroun, elles ne dorment jamais. Elles mangent, elles boivent, elles voyagent, et surtout, elles grandissent. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire, il y a aussi une autre lecture. Une lecture plus profonde. Celle du rapport entre le citoyen et le pouvoir. Un citoyen peut-il tout dire? Un citoyen doit-il tout dire? Et surtout, un citoyen peut-il dire certaines choses sans conséquence? Mais ce n'est pas tout. Parce que la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce qui s'est passé ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que cette affaire nous dit sur notre société ?» Et là, les réponses commencent à faire peur. Mais ce n'est pas tout. On découvre une société où la parole est libre, mais pas totalement. Une société où la critique existe, mais avec des limites invisibles. Une société où l'information circule, mais pas toujours clairement. Et là, on comprend que le problème dépasse largement une seule personne. Mais ce n'est pas tout. Dans les quartiers, dans les taxis, dans les marchés, les discussions sont déjà lancées. Chacun donne son verdict. C'est politique. Non, c'est judiciaire. On veut juste le faire taire. Non, il a dépassé les bornes. Et au final, personne n'est sûr. Mais tout le monde parle. Mais ce n'est pas tout. Et pendant que le peuple débat, une question reste suspendue, où est la vérité? Pas la vérité version Facebook. Pas la vérité version WhatsApp. La vraie vérité. Mais celle-là, elle prend souvent du temps. Mais ce n'est pas tout. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Parce que dans un monde où tout va vite, où l'information circule en quelques secondes, attendre devient difficile. Très difficile même. Mais ce n'est pas tout. Alors on remplit le vide. Avec des hypothèses. Des théories. Des émotions. Et parfois, avec des erreurs. Mais ce n'est pas tout.
Au final, cette affaire ressemble à une grande pièce de théâtre. Avec ses acteurs, ses spectateurs, ses rumeurs, ses silences. Et surtout, son suspense. Mais contrairement au théâtre, ici, il n'y a pas encore de fin. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus. Mais ce n'est pas tout. Parce que quelle que soit la vérité, une chose est sûre, cette affaire laissera des traces. Dans les esprits. Dans les débats. Et peut-être même, dans l'histoire. Alors maintenant, la vraie question. Dans ce Cameroun où chacun observe, analyse, critique ou se tait. Qui aura le dernier mot? Conclusion. Aujourd'hui, l'affaire Sébastien Ebala reste entourée de nombreuses zones d'ombre. Entre accusations graves, silence institutionnel et réaction populaire, le flou domine. Mais ce n'est pas tout. Cette situation dépasse le cas individuel. Elle interroge le fonctionnement du système, la place de la critique, et le rôle des institutions dans une société en mutation. Et là, la question devient collective. Qui dit vrai? Qui manipule? Qui protège? Mais surtout, dans ce type d'affaires, ce n'est pas seulement un homme qui est jugé. C'est toute une société qui se regarde dans le miroir. Et maintenant, dites-moi. Selon vous, sommes-nous face à une affaire judiciaire normale, ou à un signal beaucoup plus profond sur l'état du débat public au Cameroun?